Sophie Roni, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, députée fédérale, présidente de Défi, périphérie bruxelloise, conseillère communale à Rode-Saint-Genèse. Vous êtes aussi membre de la commission justice de la Ligue des droits de l'homme, membre du Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et finalement, administratrice de l'ADUM, l'association de la promotion des droits humains et des minorités. Alors, pour commencer, on voulait savoir quels sont les principes que votre parti défend. Alors, les principes qu'on défend, ce sont avant tout effectivement les droits humains, ce sont les valeurs cardinales d'une démocratie, l'égalité, la liberté. Moi, je défends aussi beaucoup l'émancipation, à savoir que quoi qu'on puisse en dire, on ne naît pas égaux, en tout cas en droit, alors qu'on le devrait. C'est ce que prévoient les conventions internationales. Et donc, moi, ce que je défends vraiment à travers mon action politique, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir les outils pour s'émanciper, pour créer son entreprise, pour pouvoir poursuivre les études qu'il a envie de réaliser, pour vraiment poursuivre ses rêves en fait. Et donc pour ça effectivement il faut donner des outils à chacun et chacune. Et donc ce n'est pas uniquement l'égalité, c'est vraiment un travail d'émancipation qui doit être fait. Donc ça c'est vraiment une valeur qui m'est très chère. Et vous faites donc partie de plusieurs commissions qui défendent les droits humains et les droits de l'homme. Et j'ai lu sur votre site que vous avez un credo, une phrase en tout cas qui vous représente, qui est « donner de l'avenir à nos libertés ». Et justement, nos libertés, depuis un an, elles ont été un petit peu... c'est compliqué en tout cas. Le citoyen et les libertés, pour le moment, c'est très compliqué depuis un an. Et donc, je voulais un petit peu avoir votre avis sur la question. Pourquoi depuis un an on n'a pas entendu votre parti sur ce point-là? Alors, plusieurs choses. Donnons de l'avenir à nos libertés, c'est effectivement un slogan que j'avais trouvé pour ma première participation aux élections fédérales, parce que je voulais montrer mon attachement effectivement aux libertés fondamentales et aussi montrer cette logique de parier sur l'avenir, donc de parier sur la jeunesse, parce que je trouvais qu'effectivement au sein des assemblées du Parlement en particulier, la voix de la jeunesse n'est pas assez entendue. Et on l'a vu justement précisément dans le cadre de la crise. Par rapport au fait que mon parti ne s'est pas offusqué des mesures attentatoires aux libertés qui ont été prises, là, je suis désolée de dire que c'est faux, parce que oui, on a participé au 15+10, à savoir qu'on a participé, en tout cas on a soutenu le gouvernement de pouvoirs spéciaux de Madame Wilmès d'abord, pour pouvoir, parce qu'on a été obligé à un moment donné de prendre des mesures, on a été dépassé par la gravité des événements, en particulier dans les hôpitaux. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, on a été vraiment pris de court par un virus qu'on ne connaissait absolument pas, on n'avait pas de plan pandémie qui était actualisé, et ça c'est une faute qui est imputable aux autres partis et pas aux nôtres. Et donc, on a soutenu effectivement ces mesures, mais très vite, et même à côté de ça, ça ne nous a absolument pas empêché de jouer notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, de poser des questions quant au caractère proportionné des mesures, à leur base scientifique. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, et qui l'était déjà à l'époque, mais on n'avait pas les données malheureusement pour ce faire. Mais sincèrement, moi je crois que j'ai posé en l'espace d'un an et demi plus de 300 questions et la moitié portait sur la crise sanitaire. Donc je peux vraiment vous assurer que j'ai fait mon travail par rapport à cela, avec beaucoup de déception et beaucoup de frustration, parce que je n'obtenais pas toujours les réponses à mes questions, qui étaient en fait des questions que beaucoup d'entre nous se posent de manière tout à fait légitime. Donc ça, c'était principalement en commission santé avec les différents ministres successifs de la santé. Au sein de la séance plénière le jeudi, on a vraiment les grandes questions d'actualité, et aussi au sein de la commission spéciale Covid qui a été instituée au mois de juin dernier, et où on a vraiment voulu faire la lumière sur les choix qui ont été faits ou qui n'auraient pas dû être faits ou qui auraient dû l'être. Et donc c'est vrai que c'est un travail qui est en train de prendre fin tout doucement. En tout cas, on va interroger les ministres
qui ont participé au gouvernement Wilmès dans le courant du mois de mars ici 2021. Et ça va être un peu le moment de vérité, ça va être encore l'occasion justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé et d'établir aussi des responsabilités. Parce que contrairement à d'autres partis justement, on a toujours été clair par rapport au fait que non seulement il fallait tirer les leçons de ce qui s'était passé, mais il fallait aussi établir des responsabilités. Moi, ce que j'attends vraiment des différents ministres, c'est à un moment donné, peut-être aussi, qu'ils puissent faire des excuses par rapport à des choses qui n'ont pas été faites ou des choses qui auraient été, ou des mesures qui ont été trop loin. Quelles mesures, par exemple ? Mais notamment, le confinement, pour moi, j'en suis convaincue, était une mesure nécessaire, mais pour ce qui concerne le deuxième confinement, on a trop tardé à le décréter. Et par conséquent, on sait très bien que plus on tarde à décider du confinement, plus ce confinement va être long, avec les dommages collatéraux qui sont ceux du confinement et qui effectivement, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Pourtant, il y a pas mal d'études qui ont démontré que les confinements avaient très peu ou pas d'impact, ou que même déjà, à partir du moment où le confinement avait été décidé, les chiffres de cas commençaient déjà à descendre. Il y a pas mal d'études qui ont démontré ça en France, dans d'autres pays. En Belgique aussi, il y a eu des études qui ont montré qu'en fait les chiffres descendaient déjà. L'RTB en a parlé à un moment donné, que les chiffres descendaient déjà alors que la mesure de confinement avait été prise. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas les mesures qui ont été prises qui ont influencé la propagation du virus, mais plutôt l'évolution naturelle d'une épidémie, comme ça se passe à chaque fois, c'est-à-dire une progression en cloche, donc ça monte et puis ça redescend naturellement. Donc est-ce qu'il y a des études qui, de votre côté ou du côté du gouvernement, qui ont permis, des vraies études scientifiques, hein, pas des avis d'experts, des études scientifiques qui ont permis de démontrer l'efficacité des mesures? Alors je pense que les experts, c'est comme les juristes, ils sont pas tous d'accord entre eux. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y a d'autres études qui démontrent d'autres choses que ce que vous avancez, à savoir, et c'est finalement le bon sens, le but du confinement, c'est pas de faire souffrir les gens, c'est à un moment donné de limiter les contacts sociaux parce qu'on sait que le virus, il se propage par les contacts sociaux. C'est le principe de la quarantaine, de mettre à l'écart une personne qui est malade. La quarantaine, c'est quelqu'un qui est malade. Qui est malade ou qui revient d'une zone rouge et qui par conséquent attend les résultats de son test PCR par exemple, on la met sous quarantaine et donc on la met dans l'impossibilité de propager le virus, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Oui. Ça, c'est la quarantaine. Le confinement, c'est en fait une quarantaine géante. Parce que, généralisée, notamment, et ça c'est vrai, parce que, en tout cas pour ce qui concerne en particulier le premier confinement, on ne disposait pas des outils qui permettaient de mettre en quarantaine justement les personnes ou les foyers de contamination. On n'avait pas de dispositif de tracing. On a mis en place un dispositif de tracing dans l'Horeca qu'on n'a absolument pas utilisé. Jamais les restaurateurs n'ont été contactés par rapport à ça. Donc ça a été vraiment un des grands manquements dans la gestion de cette crise et pour lesquels on va devoir tirer des leçons. Mais pour ce qui concerne le confinement, on a vu que les chiffres ont commencé à diminuer dans les 10 à 15 jours qui ont suivi le confinement, parce que c'est dans les 10 à 15 jours qu'on observe les effets des mesures. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée dans 11 pays européens, dont la Belgique, et qui ont établi que si on n'avait pas procédé du tout à un confinement dans ces États, on aurait eu plus de 3 millions de morts en plus. Quelles études, parce que ça nous intéresse, quelles études dont vous parlez là? Donc c'est des études tout à fait sérieuses, je peux vous les communiquer sans problème. Parce qu'il y a des études qui vont à l'encontre de ça aussi, notamment l'étude de Stanford qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui est quand même un des plus grands virologues du monde, qui est justement par rapport au confinement à prouver, en tout cas, que le fait de confiner les gens, de les enfermer ensemble dans un endroit clos, augmentait en fait, accélérait et augmentait. D'où les pays qui ont confiné, de manière générale, ont eu une épidémie qui progressait plus vite que ceux qui ne confinaient pas, curieusement. Donc, ce qui paraît être le bon sens au départ n'est pas nécessairement. Donc, il y a aussi une autre étude en Espagne où on a pris une population
qui confinaient et une autre population qu'on ne pouvait pas confiner parce qu'ils étaient dans des secteurs essentiels. Et on a remarqué que la population qui était confinée il y avait un nombre de cas plus élevé que dans ceux qui n'étaient pas confinés. Donc voilà, et il y a aussi effectivement cette étude, il y a eu des études effectivement qui prévoyaient qu'il allait avoir 50 millions de morts, qu'il allait en avoir... ça c'était au début de la pandémie. Au début, mais on s'est rendu compte que c'était complètement à côté. Et justement, par rapport à ces études, je rebondis là-dessus. Êtes-vous au courant qu'il y a un énorme scandale pour le moment en Allemagne qui est sorti, dont on n'entend absolument pas parler ici. C'est d'ailleurs très étonnant, mais qui a été révélé par Die Welt. Donc normalement, les journalistes ici devraient quand même un petit peu être au courant, qui justement révèle que le ministère de l'Intérieur, donc au plus haut de la crise, en mars, a commandé des études à des universitaires, des scientifiques, pour imaginer des scénarios catastrophiques, pour pouvoir imposer des mesures sévères et répressives à la population. Je dis pas que ça a été fait ici, hein. C'est pas du tout ça que je dis, mais cette stratégie de la peur qui est utilisée, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ici, on a aussi quand même utilisé une certaine propagande anxiogène. Je pense effectivement que si beaucoup de personnes ont respecté le confinement, en tout cas le premier, c'est parce qu'il y avait cette peur d'être contaminé et de contaminer ses proches aussi. Peur de saturer nos hôpitaux avec ce que ça implique tant pour les personnes qui souffrent du Covid que des personnes qui ne souffrent pas du Covid. On a vu que les centres de santé ont été reportés. Il y a des gens qui se présentaient même pas. Des concerts qui n'ont pas été dépistés, etc. Ça fait partie des dommages collatéraux que j'évoquais tout à l'heure. Pour le reste, c'était vraiment par rapport à la peur, oui, c'est ça. Voilà, c'est à la peur. Il y a cet aspect-là, mais je suis convaincue aussi que beaucoup de gens ont respecté, la majeure partie des Belges ont respecté le confinement par esprit de solidarité, parce qu'on a compris que c'était ça qui était en jeu. C'était que, effectivement, en respectant les mesures, eh bien, on épargnait certaines personnes, des personnes vulnérables, mais pas que. Moi, je connais beaucoup de jeunes de mon âge qui ont eu le Covid et qui en ont bien souffert, ça je peux vous assurer. Donc, de dire c'est uniquement parce qu'on a eu peur on a fait peur aux gens parce qu'on allait avoir des morts parmi les plus âgés, c'est pas que ça. Mais par contre, là où je peux vous rejoindre, c'est que il faut axer davantage le discours, pas sur la peur. Pas du tout, ça ne sert à rien. Le climat est déjà assez anxiogène comme ça, ça je suis tout à fait d'accord, mais qu'il faut plus d'informations, plus de débats, et c'est un débat auquel vous contribuez. Donc moi je trouve que votre initiative par rapport à cela, elle est très juste, mais sans remettre en cause fondamentalement quand même des choses, des mesures qui, on l'a vu au premier et deuxième confinement, ont porté quand même leurs fruits. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un débat, c'est d'en parler au Parlement. C'est l'objectif de cette loi pandémie, on peut en reparler tout à l'heure, mais c'est aussi ce qu'on demande, c'est qu'après chaque décision, parce qu'on a un débat au Parlement avant les décisions du comité de concertation, ce qu'on plaide aussi, c'est qu'il y ait un débat juste après les décisions du comité de concertation. Pour dire pourquoi vous avez pris ces mesures-là, quelles étaient les options sur la table, quelles étaient les options défendues par les experts, pourquoi avez-vous retenu certaines et pas d'autres. C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que, bon, alors, on a effectivement discuté de quelles sont les études scientifiques qui permettent de... Vous m'avez parlé d'une étude où on a dit qu'on avait annoncé qu'il allait avoir un nombre incommensurable. Ce ne sont pas des vraies études scientifiques. Une vraie étude scientifique, c'est on prend deux populations homogènes et on compare le résultat des mesures sur ces deux populations. Ce sont des projections mathématiques. Voilà, ce sont des projections. Moi, je suis informaticien, je peux faire aussi des projections, je peux vous faire dire à peu près tout ce que je veux. Ce n'est pas vraiment valable dans le cadre de décisions qui touchent l'entièreté d'une population. Mais admettons que éventuellement c'est un effet, mais surtout le problème c'est que ça a eu des effets effectivement délétères. Bon, vous avez parlé vous-même sur effectivement des gens qui n'étaient pas dépistés, des gens qui n'osaient pas aller à l'hôpital et qui auraient dû se faire soigner, mais il y a aussi des suicides, il y a aussi des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur entreprise, il y a l'augmentation de la dette, il y a une série de dommages collatéraux qui sont eux bien réels et qui sont démontrés
démontrable jusqu'à un certain point, puisque on va encore voir probablement les effets délétères de ces décisions prises sur les années qui suivent. Ne fût-ce qu'en parlant des jeunes, il y en a beaucoup, moi j'en connais, leurs études sur ces coutures. Total décrochage. Total décrochage. En plus, il va y avoir une dette énorme, donc qui vont peser sur leurs épaules. Donc on a énormément de souffrance. Ouais, voilà. Et surtout, on a mis sur les épaules une population au départ qui était saine et qui était jeune. On leur a mis énormément de choses sur les épaules. Donc, alors, est-ce qu'il y a des études qui permettent d'évaluer tous ces dégâts, tous ces dommages? Alors, on peut déjà évaluer les dommages pour ce qui concerne les entreprises, avec les entreprises qui n'ont pour l'instant, elles sont encore sur perfusion. Elles sont et les faillites, pour l'instant, il y a un moratoire. Le moratoire est tombé au 31 janvier, donc malheureusement, on va commencer à avoir les dégâts. Il y en a qui ont déjà déposé leur bilan. Pour ce qui concerne les jeunes, il y a par exemple la FEF qui a réalisé une étude qui a quantifié vraiment le décrochage des jeunes, que ce soit au niveau secondaire, mais aussi dans les hautes écoles et universités. Il y a aussi la précarité étudiante, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui avaient recours à un job pour financer leurs études, et principalement dans l'ORECA, qui est le premier secteur à avoir fermé et qui sera le dernier à rouvrir. Donc ça, c'est effectivement un gros problème, mais effectivement, beaucoup d'associations et d'organisations font un travail pour vraiment objectiver la gravité de ce phénomène et des dégâts collatéraux. Mais c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, on prend conscience de ces effets collatéraux. On ne pouvait pas, je pense que vous qui êtes très à l'affût de toutes ces informations, personne ne pouvait imaginer au mois de mars dernier qu'avec ces mesures, on allait arriver à de tels dommages collatéraux, et aussi à quel point cette crise allait durer. Je pense qu'en été, on était tous un peu en train de se relâcher en disant c'est fini, les chiffres sont en train de baisser, il fait beau, on a l'air de gérer le truc, il n'y a pas de rebond dans les hôpitaux. Et puis crac, fin septembre, les experts étaient en train de dire attention, là il y a un frémissement là, qui risque de nous coûter très cher. On les a pas pris au sérieux suffisamment tôt, et du coup on a tardé et pris un confinement, comme je vous l'ai dit. On n'est pas sûr que ce soit les mesures qui ont changé dans lequel on n'est pas sorti. Voilà. Oui, non, mais c'est ça la problématique, c'est la longueur et la pérennité donc, des choses qui effraient les citoyens. Aujourd'hui, on en est conscient. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, effectivement, faire un travail de balance des intérêts et des risques et des dommages que causent ces mesures sanitaires. Maintenant, moi je suis convaincue, on va en reparler certainement aussi, qu'avec les outils dont on dispose aujourd'hui et aussi la vaccination, qu'on le veuille ou non, cette vaccination va permettre de relâcher plus vite certaines mesures que si on ne disposait pas de cet outil. Aujourd'hui, on parle de relâcher les mesures dans les maisons de repos, précisément parce que une grande partie du personnel et encore plus des résidents de maisons de repos ont été vaccinés, et donc on dit voilà, on va pouvoir réorganiser des visites, on va pouvoir laisser tomber les gestes barrières, ils vont pouvoir avoir des contacts vraiment proches, et ça va être bénéfique pour leur santé physique et mentale de toute façon. Et donc on voit que l'effet bénéfique de la vaccination et de l'assouplissement des mesures s'observe aujourd'hui dans les maisons de repos, va pouvoir être enclenché au niveau des maisons de repos. Le but, c'est d'en faire bénéficier l'ensemble des secteurs de la société. Pourquoi les politiques dont vous êtes mettent tous leurs espoirs sur le vaccin et pas sur d'autres choses qui existent, comme les traitements, les médecins généralistes qui sont quand même le maillon central de cette crise et qui ont été complètement écartés. Pourquoi ? C'est pas du tout tous les espoirs. C'est l'espoir qui effectivement nous permet de dire qu'à partir du moment où on aura une couverture vaccinale importante, de l'ordre de 70-80% en fonction de la virulence des différents variants, effectivement, on a l'espoir de se débarrasser du virus. Mais ça, c'est du moyen et long terme, ça ne sera pas pour tout de suite. Pour tout de suite, effectivement, moi je suis tout à fait, et je l'ai dit plusieurs fois au ministre, pour encourager les citoyens à recourir davantage à des traitements préventifs. Moi, je me fais mon petit shot de citron tous les matins, je me fais un petit cure de vitamine D, zinc, j'en sais rien. J'ai encore posé la question la semaine passée au ministre de la Santé, et sur base de l'avis du Conseil supérieur de la Santé qui avait dit qu'effectivement certains traitements, en tout cas certaines vitamines ou certains traitements étaient positifs.
Ils disaient oui, mais écoutez, les conseils sont clairs, ils sont sur le site du Conseil supérieur de la santé. Mais j'ai dit mais non, mais qui va aller voir sur le site du Conseil supérieur de la santé? Vous devez faire une campagne vraiment de sensibilisation, d'information, grand public. En particulier pour des choses qui peuvent s'auto-administrer. C'est même des traitements qui marchent dès les premiers symptômes et qui coupent voilà, ça diminue. Alors, ça ne guérit pas du Covid. Il y a du préventif ou il y a du... Non, il y a du traitement thérapeutique. Mais ça prévient notamment la vitamine D, ça prévient ça, c'est préventif. Des affections vraiment graves, aiguës. Tout à fait. Et donc, c'est ça l'intérêt. Mais donc, je lui ai dit, au lieu d'espérer que les gens vont aller d'eux-mêmes sur le site du Conseil supérieur de la santé, c'est de faire une campagne de sensibilisation pour notamment les appeler, en particulier les publics vulnérables, à faire une prise de sang et à évaluer leur carence ou non en vitamine D. Mais moi, je vous parle vraiment des traitements parce que c'est vraiment un point que moi, je ne comprends pas, en fait. Oui. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que dans le monde entier, enfin, à part en Europe, en Occident, on va dire, les médecins utilisent des traitements qui sont des antibiotiques, donc je ne vous parle même pas de préventif, vitamine D, vitamine zinc et compagnie. C'est vraiment des traitements qui coupent la maladie dès les premiers symptômes et qui empêchent de justement engorger les hôpitaux, qui semble être, en tout cas pour les politiques, vraiment l'obsession de ne pas saturer les hôpitaux. Donc moi, c'est ça que je ne comprends pas, puisque ces traitements fonctionnent, avec des études randomisées par centaines. Donc voilà. Ma maman était soignée à l'azithromycine. En 2 jours, elle n'avait plus rien. Voilà. Donc c'est vraiment des questions que je me... Il y a ça, il y a aussi les anti-inflammatoires stéroïdiens pour éviter l'orage de cytokine. On a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine, mais il semblerait qu'il faut vraiment le prendre dès le début pour que ça fonctionne. On parle d'ivermectine, enfin il y a une série de choses. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est resté un petit peu comme ça. Il y a eu beaucoup de prudence, mais je pense que cette prudence, elle est compréhensible. Peut-être que ce qui a fonctionné avec votre maman ne fonctionnerait pas du tout, voire serait contre-productif pour quelqu'un d'autre. Et donc moi je sais que là aussi c'est un sujet sur lequel j'ai interpellé le ministre. Il m'a dit voilà, oui, on est conscient qu'effectivement il y a des avancées, mais on préfère être prudent et confirmer les résultats de certaines études. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. Parce que par exemple la chloroquine, un avis très clair de l'Agence fédérale des médicaments a dit que la chloroquine n'était pas recommandée. Et pour ce qui concerne un antibiotique reste un antibiotique. Il faut être vraiment très prudent avec l'administration d'antibiotiques. Et alors pour ce qui concerne votre question, parce que depuis 30 ans, 40 ans. Et votre question pour ce qui concerne les médecins généralistes, parce que ça c'est aussi quelque chose qui me tient fort à cœur. On a une pénurie en Belgique de médecins, en particulier généralistes. On a été le seul parti à défendre sous cette législature un texte qui vise à mettre fin au contingentement fédéral, donc faire en sorte qu'on limite les quotas INAMI à distribuer auprès des étudiants qui terminent les études de médecine. Et ce texte a été rejeté par tous les partis, à l'exception du PTB et du CDH qui nous a soutenus, alors qu'effectivement, on a un problème de pénurie de médecins. Ces médecins sont épuisés et effectivement, ils n'ont pas été assez inclus dans les mesures et dans la gestion de la crise. Les médecins généralistes comme les infirmiers nous ont dit en commission spéciale Covid, on a formulé expressément la demande auprès des autorités pour être inclus dans la task force vaccination, pour être inclus dans tout ce qui est stratégie, alors que l'ensemble de la stratégie de vaccination finalement repose sur qui ? Sur les médecins et sur les infirmiers qui doivent accompagner les personnes, qui doivent pouvoir les rassurer, qui doivent pouvoir être là dans les 30 minutes de l'administration d'un vaccin s'il y a des effets secondaires qui s'observent. C'est très important. Et alors que tout repose finalement sur eux, on leur dit non, on n'a pas besoin de vous. Et donc ça, c'est effectivement une des grandes erreurs qui a été commise. Il y a un raisonnement que je ne comprends pas du tout, c'est qu'on nous dit pour les traitements, comme l'hydroxychloroquine, etc., oui, on n'a pas encore assez de données, on ne sait pas encore vraiment, donc on ne préfère pas. Donc là, on a plutôt ce qu'on appelle un principe de précaution par rapport au fait qu'on n'a pas assez d'études qui démontrent mais on n'a aucune étude qui démontre que les mesures qui ont été prises, alors que le traitement est appliqué qu'aux gens qui sont malades. Hein. Et par contre, pour l'ensemble de la population, on n'a aucune étude qui démontre que c'est efficace, mais ça, on le pratique sur l'ensemble de la population. Là, il y a des raisonnements qui, depuis le début, que je n'ai jamais compris. Jamais.
Et il y a vraiment 2 poids 2 mesures. On n'a pas d'études, mais on le fait quand même, et c'est à l'entièreté de la population, et on sait très bien qu'il y a vraiment des conséquences qui sont extrêmement négatives, et de l'autre côté, on a des traitements, on dit, on ne sait pas vraiment si ça marche, mais comment on ne sait pas vraiment, on va pas le proposer. Là, il y a un raisonnement qui ne tient pas du tout la route pour moi. Le confinement, moi, comme je vous l'ai dit, c'est le bon sens, c'est de limiter les contacts sociaux et donc la propagation du virus. Ce qui pose plus de questions. On pratique pas du bon sens, on pratique des choses qui sont scientifiquement prouvées. Hein. Voilà, le couvre-feu, on sait qu'il y a un débat avec une décision qui a remis en cause la légitimité, la proportionnalité surtout, et l'efficacité du couvre-feu donc aux Pays-Bas. Ce débat sans doute devra avoir lieu en Belgique, mais là aussi c'est pas de se dire après 22h minuit, parce que moi je suis en Flandre, du coup j'ai un couvre-feu ailleurs qu'à Bruxelles et en Wallonie, c'est complètement absurde. Bon bref, c'est pas pour se dire c'est vrai que le virus il faut absolument s'en protéger à partir de 22h minuit, non, c'est le fait que ça limite les contacts sociaux, ça limite les possibilités de faire des soirées. Oui, mais bon, l'hydroxychloroquine, c'est censé, ça a été prouvé que ça diminue la charge virale. Donc, si ça diminue la charge virale, ça diminue aussi la propagation, etc. Comme les antibiotiques, etc. Donc, mais au moins, ça s'était pratiqué sur des gens qui étaient malades. Ici, on pratique ça sur des gens qui sont sains. Donc là, il y a quelque chose que... Mais bon, voilà. Qui sont sains ou qui sont malades, mais qui ne le savent pas. Il y a une toute petite partie... Voilà, il y a une toute petite partie des gens qui sont malades. Parmi ceux-là, il y a une toute petite partie qui risque éventuellement. Et justement, on va y venir. Donc, si on regarde un petit peu, on voit qu'en fait, les victimes du corona sont essentiellement des personnes âgées. Donc, une moyenne d'âge, pour l'instant, c'est 84 ans. Il n'y a pas eu de surmortalité en dessous de 65 ans, ni l'année dernière, ni cette année-ci. Et on sait très bien que on a une connaissance assez claire du profil des gens qui sont à risque. Donc ce sont les immunodéprimés, les diabétiques, les gens qui sont obèses, problèmes cardiovasculaires, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt pratiqué une politique ciblée et efficace sur ces gens-là, plutôt qu'une fois de plus, pratiquer quelque chose sur l'ensemble de la population avec les conséquences qu'on connaît? Donc en fait, ce que vous suggérez, c'est qu'on ait mis à l'isolement uniquement ces personnes et pas les autres. Je crois qu'il fallait que les personnes qui sont à risque prennent des dispositions. Moi, par exemple, mon père est à 85 ans. À part ça, il est en très bonne forme, etc. Mais lui, il m'a clairement dit, écoute, moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça, je préfère courir le risque de tomber malade, d'attraper le coronavirus, mais de vivre normalement, de voir mes enfants, de voir mes petits-enfants, et de vivre normalement, plutôt que de vivre dans ce que je vis actuellement. Je comprends totalement. Le problème, c'est que, comme vous dites, c'est pas aussi simple de cibler ces publics vulnérables. Déjà, c'est pas uniquement les plus de 65 ans qui sont plus sujets à faire. Non, j'ai dit il y a aussi les diabétiques, les obèses, etc. Mais voilà. ceux-là, ils sont courants. Je vous assure que j'ai des amis qui ont mon âge, qui ont entre 30 et 35 ans, qui sont sportifs. Ils ont une bonne grippe. Non, ils étaient très mal. Oui, enfin, ils en sont sortis. Et d'autres, je travaille aussi beaucoup sur le Covid de longue durée, donc qui est le fait d'avoir contracté le virus, d'en être guéri, donc de ne plus être contagieux, mais de souffrir encore vraiment de fatigue excessive, de troubles respiratoires, etc. La majeure partie qui souffrent du Covid de longue durée, ce ne sont pas des personnes de 80 ans, ce sont des personnes qui ont 20, 30, 40 ans. Donc voilà, moi je m'interroge par rapport à ça. Et puis il faut aussi cibler les comorbidités. Il y a une proportion qui a été avancée par la PSIM, je ne me souviens plus exactement des chiffres. Entre 90 et 95%. Il y a énormément de personnes qui ont des comorbidités mais qui l'ignorent, ou alors qui ont des maladies chroniques et qui ne le savent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Parce qu'on leur fait courir un risque. Elles ont probablement de maladies chroniques, elles ont des comorbidités. Et c'est précisément pour cela aussi qu'avec la vaccination, on rencontre un problème avec eux, parce que la stratégie vise à dire on va maintenant miser sur ces personnes qui présentent des comorbidités. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas de médecin traitant? Ça reste une réalité en particulier à Bruxelles. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de dossier médical, qui ne savent pas si elles ont tel ou tel type de maladie ou de comorbidité.
est-ce qu'on leur fait prendre le risque d'attraper le virus sans pouvoir être pris en charge ? C'est à mettre dans la balance avec tous les effets délétères des mesures qui sont prises. Est-ce qu'on peut prendre le risque de gens qui se suicident, de décrochage de gens dans les universités, dans les écoles ? Est-ce qu'on peut prendre le risque de gens qui sont en faillite et qui, in fine, finalement, ça va rendre les choses au niveau même de l'État difficile à gérer, aussi pour pouvoir investir dans les hôpitaux, parce qu'il y aura moins d'argent, parce qu'il y aura moins d'impôts, qu'il y aura plus de chômage. Donc tout ça, on est quand même dans une espèce de cercle vicieux aussi. On a mis le doigt dans un cercle vicieux quand même. Oui, enfin, on doit avoir aussi une réflexion sur une fiscalité plus juste et sur faire en sorte qu'effectivement on doit trouver des mannes financières. Il y a aussi énormément l'Union européenne qui a débloqué des fonds pour la relance, et c'est notamment ces fonds-là qui Mais nous quand on va permettent couper ces fonds, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pour répondre à... Parce qu'on on parle saute d'un sujet à l'autre. de beaucoup de choses, je ne sais plus ce que vous disiez. Donc oui, d'avoir essayé de pratiquer quelque chose de plus ciblé, puisqu'on avait une relative connaissance des personnes à risque. Alors, donc je comprends bien votre réponse. Oui, c'est de dire voilà, qu'il y a des gens qui ne savent pas en fait, qui sont à risque. Comme je vous l'ai dit, effectivement, les dégâts collatéraux sont là et personne ne pouvait imaginer leur ampleur il y a un an. C'était impossible. Non, mais est-ce que les politiques se rendent compte ? Bien sûr qu'on se rend compte, parce qu'il y a encore des mesures qui ont été adoptées pour soutenir les indépendants, pour prolonger toute une série de mesures, le chômage temporaire, le droit passerelle, etc., tout en sachant malheureusement qu'effectivement c'est insuffisant. Alors, je vous assure, j'ai fait plusieurs sorties à ce sujet avec notamment Fabien Minguin et Michael Vossart, pour qu'on travaille enfin à des protocoles de reprise des différents secteurs, et notamment le secteur de l'ORECA. En commission spéciale Covid, j'ai interrogé Eric Avdig sur le fait que les études sur lesquelles les experts s'étaient basés pour fermer l'ORECA n'était pas transposable telle quelle en Belgique. On avait notamment évoqué une étude en Chine, et en fait le virus est plus propagé non pas par les contextes sociaux mais par le fait qu'il y avait un système de climatisation qui marchait vol-le-bac comme on dit chez nous. Voilà, donc mais l'ORECA, donc moi je suis la première à défendre ce secteur, je suis la première à dire qu'on a des outils enfin qu'on peut utiliser, les lampes UV, les appareils de filtration d'air, de décontamination de surface, des vernis céramiques, des vernis qui autodésinfectants. On a plein de choses à nos dispositions, on ne les utilise pas. Et ça, je vous assure que ça fait depuis des mois que je le dis au Parlement, ça commence seulement à faire son chemin, mais par rapport au moment où on était vraiment au pic de l'épidémie, on n'a pas eu le choix malheureusement de fermer ces secteurs, en tout cas le premier confinement, parce qu'on n'avait pas tous ces outils, on a été pris de court, et ça il faudra faire en sorte que la prochaine fois, parce qu'on aura encore des pandémies, on aura encore des zoonoses, qu'on ne soit plus pris de court, mais on le devait parce que l'ORECA, c'est le secteur où les gestes barrières sont le plus difficiles à observer. On tombe le masque, on mange, on rigole, on est proche, on ne va pas manger à des tables de 10 mètres, c'est pas possible. En plus, alors les secteurs, les restos marchaient à perte. Ils étaient déjà à perte. Les gens faisaient des dîners chez eux, même si c'était pas vraiment permis de faire des dîners chez eux, ils restaient plus longtemps, ils buvaient plus, et donc il y a une certaine hypocrisie. Alors c'est pour ça aussi qu'en juin l'année passée, j'avais plaidé aussi pour des protocoles et pour une vraie réflexion pour le monde de la nuit, parce qu'effectivement on a observé qu'il y avait des attroupements illégaux, clandestins, à défaut effectivement de permettre à ces jeunes de se voir dans des boîtes ou dans des bars où là les gestes peuvent être respectés. Moi, il y a plus d'aération surtout, parce que c'est ça le plus important. Et aussi il y a une expertise professionnelle. Voilà. Ce sont des professionnels qui sont capables effectivement de mettre en place toute une série de dispositifs et aussi d'assurer la sécurité. Tout ce qui est clandestin, ça expose à une certaine insécurité en matière de drogue, par exemple. Je veux dire, quand on n'a pas de regard sur ce qui se fait dans des soirées privées, que lorsque ça se fait dans un cadre en public avec des professionnels, etc. Donc moi, ça, j'en suis parfaitement consciente. Au mois de septembre de l'année passée, quand on était dans le creux de la vague, avant que ça remonte, moi, je suis sortie au Spirito. Il y avait une soirée qui était organisée et c'était des systèmes de bulles. Donc on pouvait être là avec 4 ou 5 personnes de son entourage. On restait
dans sa bulle, les serveurs passaient avec le masque, etc. J'ai posé la question au gérant, malheureusement il n'a pas été dans la possibilité d'établir, en tout cas de faire un bilan de ces soirées-là pour voir s'il y avait eu automatiquement un regain dans les contaminations parmi les personnes qui ont assisté aux soirées, s'il y avait un cluster qui en a émané. Donc ça, il n'a pas pu me dire malheureusement, mais je suis convaincue que c'est une manière de fonctionner et qu'on doit pouvoir explorer. Est-ce que vous croyez que le gouvernement vise le risque zéro ? Je veux dire, quand je vous entends, je me dis, oui, effectivement, au mois de mars, on avait vraiment une pandémie qui était importante. Et puis après, au mois d'octobre, il y a eu une recrudescence. On a reconfiné les gens sur une longueur qui, moi, m'apparaît sans fin. Vous parlez de moyens mis en œuvre ou proposés par les experts pour arriver à quelque chose au plus hygiéniste possible, j'ai envie de dire. Et pour le moment, je veux dire, les cas sont... on appelle ça les contaminations, sont en baisse, les admissions aussi, les décès aussi, mais ça fait déjà un bon moment. Et on continue à être dans cette stratégie de confinement, de destruction de la société. Est-ce que vous pensez que le gouvernement vise le risque zéro et va nous emmener dans cette perpétuelle... Non, ils peuvent pas. C'est pour ça notamment qu'il y a eu des seuils qui sont tout à fait discutables, qui ont été fixés en disant, voilà, à partir du moment où on atteint un certain seuil et où on voit vraiment que les services des hôpitaux peuvent respirer, et c'est pas que les hôpitaux, les lits, il y a aussi le personnel qui est complètement sur les rotules. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut relâcher la soupape. Mais moi, comme je vous l'ai dit, on est tout à fait en phase avec ce que notamment défend le docteur Nathan Klimek, à savoir qu'on doit aller vers une gestion de la crise qui accepte de vivre avec ce virus. Voilà, nous c'est vraiment on est dans une pas logique là où on en est, pragmatique. Là, alors bon, je vous avoue que le ministre de la Santé, c'est pas le plus loquace. C'est pas le plus... Quelquefois on se demande s'il n'aurait pas mieux fait de se taire, mais bon. C'est pas le plus ouvert à certains assouplissements ou à certaines discussions, effectivement. Je le trouve un peu rabique sur certaines choses, mais je le comprends parce que c'est le ministre de la Santé. Lui, son job, c'est de défendre la santé, les soins de santé, de ne pas, justement, de faire en sorte que le personnel soignant puisse à un moment donné se relever. Et donc, effectivement, il y a une question d'équilibre qui est à faire avec les autres besoins, santé mentale aussi. La santé, c'est la santé mentale aussi. Donc, il y a l'effet nocebo aussi. Oui. Donc, c'est-à-dire le fait que les gens, s'il y a beaucoup, enfin on en avait parlé, il y a le fait qu'on est tous en permanence et pendant longtemps dans une angoisse, ce n'est pas bon pour le système immunitaire. Il y a aussi quand même sur le long terme un risque si on aseptise trop la société, qu'on est en train en fait d'affaiblir notre système immunitaire. Ce qui peut être posé à terme un problème systémique encore plus important. Notre corps est habitué en permanence à être en contact avec et donc notre système immunitaire à être entraîné. Donc si à un moment donné on le coupe trop des pathogènes, en fait il va s'affaiblir, ce qui est un risque aussi. Oui, je comprends. Il y a aussi la question du sport. Oui. Moi, je vous avoue que je fais plus du tout de sport comme avant, du fait que les salles sont fermées, et je me sens fatiguée, pas en forme, et je suis sûre que ça influe sur mon immunité, très clairement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une question d'équilibre, c'est pas blanc-noir, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc moi, autant je suis dans l'opposition, autant je reconnais que la place des autorités aujourd'hui n'est pas facile. Non, c'est sûr. Et tout ce qui concerne aussi le lien social, parce que je pense qu'au-delà des dégâts sociétaux et économiques qui nous attendent, malheureusement, je crois, de grande ampleur, on a quand même les urgences psychiatriques qui sont saturées. Et ce lien social, cette fameuse distanciation sociale qu'on a imposée, ce lien, on va le retrouver quand en fait parce qu'en fait c'est ça, c'est la qualité de vie aussi de tout le monde.
et les divisions au sein des familles, les divisions au sein des couples, les amis, au sein de l'entreprise. Je veux dire, on est arrivé à un niveau de souffrance et d'absurdité qui... Je ne comprends pas comment ça se fait que justement le ministre de la Santé ne voit pas ça. Il le voit, mais comme je vous ai dit, c'est pas ça. Moi aussi, je vis ces frustrations tous les jours. Bon, je suis pas dans une famille recomposée, mais certaines familles recomposées devaient choisir à un moment donné quels beaux-parents ou quels parents voir, ne fût-ce que pour Noël. C'était terrible. Dans mon groupe d'amis, on est en train de se disputer parce qu'il y a une partie qu'on ne voit plus, alors on le prend mal, on dit oui mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à monsieur, oui mais pourquoi tu as choisi de voir un tel et une telle. Effectivement c'est terrible, mais je pense que on voit la lumière au bout du tunnel, mais effectivement on va devoir travailler dès maintenant au soutien, au service de santé mentale, etc. Moi j'ai déposé un texte lorsqu'on a enfin commencé à parler effectivement de la souffrance des jeunes, le fait, vous parlez des unités psychiatriques, le fait que les jeunes qui n'avaient aucun problème avant affluent maintenant dans les services de soins psychiatriques, encore ceux qui font la démarche d'y aller, il y en a d'autres qui n'iront pas et qui préfèrent garder leurs problèmes, etc. pour eux, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Et donc notamment dans ce texte je demande d'investir dans les soins de santé mentale, d'investir et aussi d'impliquer les jeunes dans les mesures, d'évaluer l'impact des mesures sur eux, d'évaluer l'impact vraiment sur la propagation du virus, mais aussi d'inclure les jeunes, parce qu'à chaque fois on leur a dit voilà, bon, les plus âgés vont pouvoir retrouver leurs activités, certaines activités en extérieur, mais du coup pas les plus petits, parce que pourquoi ? Enfin, je veux dire, ça ne va pas. On l'a fait sans consulter les associations de parents, sans consulter les organisations sportives, sans le délégué général aux droits de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un peu trop autoritaire, quoi. Sans doute. Ouais. Il faut en tout cas plus concerter les premiers concernés. Que ce soit l'ORECA, lorsqu'on leur dit voilà, vous allez devoir fermer, leur expliquer pourquoi on estime que. Et quand bien même ils sont d'accord ou pas d'accord, mais qu'il y ait au moins une information et une concertation par rapport à cela. Pareil pour les jeunes, aussi les coiffeurs, les métiers de contact. Moi, je me suis vraiment fâchée auprès du ministre de la Santé. J'ai dit, autant je peux comprendre qu'on déconfine de manière progressive, mais à aucun moment, vous avez expliqué lors de votre conférence de presse pourquoi vous décidez de rouvrir les coiffeurs et seulement les autres 2 semaines plus tard. Ça a été extrêmement mal pris et je le comprends. Qu'est-ce qui change ? En quoi c'est plus dangereux ou plus à risque d'épiler des jambes que de couper les cheveux ? Enfin, c'est ça en fait. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, et j'ai pas obtenu de réponse par rapport à cela. Donc, c'était juste, il faut y aller en douceur. Oui, mais ayez au moins un mot à leur égard lors de votre conférence de presse et rencontrez-les avant, expliquez-leur, plutôt que de sortir dans des conférences de presse ou des déclarations en disant « Ah, mais d'office, tout le monde va réouvrir le 14 février, le 13 février, ça va être génial. » Et puis, au fait, ah ben non, désolé, on s'est rendu compte que pour des dizaines de milliers de personnes, on ne pourra pas le faire. On va passer un petit peu à un autre sujet. Je crois qu'on a pas mal abordé déjà tout ce qui était mesures. Là, ça fait un petit moment. Donc, on va passer aux experts. Hein. C'est un sujet mais sur lequel on va pas rester très très longtemps. Mais il y a quand même un tiers des scientifiques qui ont recommandé le vaccin H1N1 en 2009 au gouvernement et qui était lié à GSK. La firme pharmaceutique a bénéficié des contrats. Tu veux dire un tiers qui font partie maintenant un tiers des experts à l'époque. À l'époque, d'accord. Un tiers des experts à l'époque qui étaient liés à GSK et ce groupe d'experts qui a donc conseillé au gouvernement d'acheter le vaccin qui finalement a été mis plus ou moins à la poubelle. Mais alors comment se fait-il que des personnes épinglées dans le fiasco H1N1 se retrouvent propulsés dans le groupe d'experts? Il y en a quand même, j'en vois au moins 2 qui se retrouvent dans le groupe d'experts. Comment ça se fait que ces gens se retrouvent là, alors que clairement on a montré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très honnête dans leur démarche? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. J'aimerais avoir votre avis. C'est le gouvernement qui a fait le choix effectivement de s'entourer de tels et tels experts. Et c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport à ça et qu'il faut avoir une transparence, et c'est notamment l'objectif de cette commission spéciale Covid, dans laquelle on a notamment
Leila Belkir, qui nous expliquait qu'effectivement, elle n'a jamais obtenu de réponse quant au choix des experts qui ont été faits, enfin qui ont été désignés. Même chose parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de groupes de travail qui ont été mis en place, peut-être même trop. Ça n'a pas facilité les prises de décision et aussi pour le personnel médical notamment de savoir quel est le référent à qui je dois m'adresser pour avoir telle information à temps, etc. On se rend compte que certains experts étaient dans plusieurs de ces groupes ou avaient plus de poids que d'autres. Ça ne va pas non plus. Et donc, moi, je ne peux pas répondre à votre question, mais je ne peux que plaider pour plus de transparence. Alors, moi, ce que j'ai eu comme réponse, c'est de dire oui, mais comme la Belgique est un petit pays, nécessairement les personnes qui sont les plus compétentes, souvent sont liées à... Ça, c'est mais en fait, ça relève un autre problème. Ça relève un problème que probablement que l'État n'est pas capable de financer des gens et que ces gens doivent être financés par le secteur privé. Ça pose un problème, en particulier maintenant, puisque ça pose à ce moment-là des problèmes de conflit d'intérêts dont visiblement on ne sait pas s'extraire parce qu'on ne sait pas prouver de personnes compétentes qui en fait n'ont pas de conflit d'intérêts. C'est à ça qu'on en est arrivé en fait. Alors effectivement, on a un problème en Belgique du fait qu'on a peu d'expertise en virologie dans certaines disciplines que dans d'autres pays, de par la petitesse de notre pays ou pour d'autres raisons, mais ça on en a conscience. Et pour ce qui concerne les experts aujourd'hui et les conflits d'intérêts, les experts, maintenant les 24 qui siègent au sein du Games, donc l'organe qui a remplacé le Céleval, etc., parce qu'il y avait un gros problème au niveau du Céleval, ça c'est vrai, maintenant c'est le Games, ils ont tous dû signer une charte de conflit d'intérêts en fait. Ils ont effectivement des liens avec le firme. Enfin, oui, mais ça engage quand même leur responsabilité. Non, je trouve que c'est à partir du moment où il y a des conflits d'intérêts, ils ne devraient pas siéger. Non, mais c'est certain que si vous dites oui, non, je suis là pour défendre les intérêts de GSK, non, vous ne pouvez pas être dans le groupe d'experts qui compose, qui conseille le gouvernement. Ça, c'est certain. Mais donc, effectivement, ça fait partie des leçons, je pense, qui ont été tirées par rapport à cela. Okay, oui. Apparemment, il y a un article de la Lib là, qui est sorti, c'est quand là, que tu m'as envoyé il y a hier ou avant-hier, justement sur le GACE, qui dénonçait le manque de transparence de leur prise de décision qui devrait être publiée. Voilà, en tout cas des choses qui concernent le manque de transparence et des affirmations péremptoires qu'ils auraient fait sans études qui les accompagnent. Il y a surtout une opacité. Il y a une opacité. Mais je crois que ça, vous en êtes tout à fait conscient, vous en avez déjà parlé. Il y a clairement une opacité, et je crois que c'est pour ça qu'il faut... Mais ça, on y arrive maintenant. En fait, ça montre la nécessité, effectivement, d'un vrai débat public, pas en commission, d'un vrai débat public au Parlement. Parce que tout notre travail parlementaire est visionnable sur le site de la... Mais on se demande quel effet a le travail... Il n'y a absolument rien qui est caché. Tout, non, mais ça, moi je dis pas. C'est l'effet. Non, dans les groupes d'experts, oui, il n'y a pas de compte rendu. Et il y a même des documents, moi je le sais parce que j'ai déposé à un moment donné un recours en extrême urgence pour le masque à l'école. Bien clairement, ce qui me paraît aberrant au niveau juridique, il y a des documents qui ont été produits par l'avocat de l'État qui étaient des documents secrets auxquels la défense n'avait pas accès. Alors, vous êtes juriste, vous devez savoir qu'en principe c'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc il y a clairement des choses qu'on cache au public. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais dans une démocratie, ça ne devrait pas se passer comme ça. Surtout pour des décisions qui portent, je veux bien pour des problèmes de terrorisme, mais ici ce sont des décisions qui touchent l'entièreté de la population. Mais donc on va passer peut-être au... Moi je voudrais juste demander, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux experts, quel est leur pouvoir, leur influence, comment ça se mesure sur le comité de concertation. Moi, je ne suis pas au comité de concertation, donc je ne peux pas répondre à votre question. Défignez pas. Non, ce sont... Non. Et enfin, de toute façon, les autorités qui tranchent, ce sont les ministres qui sont concernés par les mesures, et en particulier le Premier ministre. Enfin, en tout cas, c'est ce Mais il y a des ministres présidents de région, et je ne sais pas s'il y en a de défis, c'est pour ça que je pose la question. On a le ministre de l'économie au gouvernement bruxellois, mais c'est pas lui qui va dire s'il n'est pas d'accord, si tous les autres ont décidé d'adopter telle et telle mesure. Bon, voilà. Mais donc les experts ont un rôle de conseil
auprès des autorités, et puis c'est aux autorités à trancher. Et c'est la raison pour laquelle il y a notamment certains experts qui ont été fâchés au début de la deuxième vague parce qu'ils n'ont pas été pris suffisamment au sérieux. Les autorités ont... Il y a un relâchement qui a été décidé, c'est le dernier comité de concertation, le conseil de sécurité de Madame Wilmès, qui a décidé d'assouplir certaines mesures, alors que les voyants étaient au orange foncé. Donc ça prouve bien que c'est une décision politique à chaque fois qui est intervenue, et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas aux experts pour nous à rendre des comptes, c'est aux politiques qui décident quoi faire avec les avis des experts. Et le Parlement, vous dites ça débat au Parlement fédéral, est-ce que ces débats ont une influence sur le comité de concertation? Certainement, il y a certaines mesures qui ont pu être décidées. Les métiers de contact, je l'espère maintenant que tout ce qui concerne le milieu artistique, on a vu quand même que maintenant il y a une volonté d'avancer vers un statut. Ça, c'est pas la mesure du comité de concertation. Mais en tout cas, nos signaux d'alerte, parfois, heureusement, sont entendus. Mais il faut qu'il y ait quand même une base scientifique, ou en tout cas une certaine base qui est validée par les experts pour ça ou pas. Visiblement, vous avez un peu répondu à la question en disant qu'il y avait plutôt des débats avant, mais pas après, que vous aimeriez en avoir après. Je présume qu'à ce moment-là, ça aura plus d'importance. On les a de toute façon, une semaine sur deux, en commission santé, on se réunit avec le ministre et on pose toutes les questions qui ont trait au Covid, que ce soit les mesures, la vaccination, etc. Mais ces questions ne changent pas les décisions. Et j'obtiens peu de réponses. Et je vous avoue que ça, c'est une grande cause de frustration. J'obtiens peu de réponses de la part oui, mais c'est ce qui nous semble aussi de l'extérieur. Sur les protocoles sanitaires, sur la concertation avec l'Eureka, sur la vaccination des enseignants. On a refusé d'avancer la vaccination des enseignants, alors qu'un avis du Conseil supérieur de la santé était plutôt favorable à cette idée-là. Et je n'ai pas obtenu de réponse claire sur les critères qui permettaient de dire que les enseignants n'étaient pas une fonction dite à risque ou critique pour pouvoir voir leur vaccination avancer. Ok. Alors, on a un petit peu abordé les vaccins, mais moi j'ai quand même des sérieux doutes, c'est-à-dire que on a quand même relevé beaucoup d'effets secondaires sur les vaccins. Donc en fait, en gros, oui. Vous pouvez consulter les données. Je vous ai mis en lien les données de l'Union européenne. Donc il y en a quand même plusieurs milliers en Europe. Mais sur combien de personnes vaccinées? On est en tout cas à des chiffres nettement plus élevés que les autres vaccins. Mais c'est normal. En principe, un vaccin met 12 ans pour être mis au point. Ici, clairement, on n'a pas pu, et on le sait très bien, puisqu'en fait, on est plus en essai clinique qu'en véritable permis de mise sur le marché, parce que tout simplement, on n'a pas pu faire les tests sur les moyens et le long terme. C'est pas possible. On peut pas savoir quels vont être les effets secondaires sur 2 ans, 3 ans, en 2 mois. Ce n'est pas possible. Donc, clairement, on court un risque. On court un risque en particulier en vaccinant une population qui, dans la grande majorité, ne risque pas grand-chose. C'est-à-dire, de nouveau, les moins de 65 ans, il y a très peu, il n'y a pas eu de surmortalité. Il risque le fait de rester enfermé, en tout cas de ne pas pouvoir retrouver... Oui, non, ça, ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement. Ce n'est pas un risque sanitaire, ça. Ce sont des mesures, donc c'est-à-dire que là c'est un chantage. Vous parlez d'un chantage, on ne parle pas d'un chantage. On ne parle pas d'un risque. L'enjeu de la vaccination, c'est de pouvoir retrouver à terme nos libertés. Et quant à la vitesse de développement des vaccins, c'est effectivement parce qu'on n'a jamais mis autant d'efforts et de moyens dans le développement d'un vaccin. On n'est pas parti de rien non plus. C'est un nouveau type de vaccin en plus, donc on devrait encore plus se tester. Le Covid, c'est une maladie, la suite d'une maladie qui existait déjà, donc il y avait déjà eu des études
sur le Covid, sur d'autres formes de Covid. L'ARN messager, c'est aussi une technique médicale qui avait déjà été développée dans les années 60, qui a été développée par une chercheuse qui n'a jamais été pratiquée à l'AGC, mais exclusivement sur des traitements en particulier sur les cancers. C'est pas comme si on partait on avait déjà des bases de recherche. Non, mais le vaccin, il existe depuis un siècle. Le vaccin, il existe depuis un siècle. C'est pas pour autant qu'on peut mettre un vaccin sur le marché en 3 mois, ou même en 6 mois, ou en 1 an. Ça met même 12 ans, même si la technique est utilisée depuis très longtemps. À partir du moment où on met un nouveau produit, en particulier qu'on va probablement mettre sur le marché, alors ça ne va pas être une vaccination obligatoire, je présume que vous n'êtes pas pour la vaccination obligatoire, mais ça va être, comme on dit, une vaccination chantage, hein, donc c'est-à-dire soit vous êtes vacciné, soit vous n'aurez pas certaines libertés, c'est ce que vous dites aussi. Hein. Non, j'ai jamais dit ça. Bah si, vous dites en fait que c'est pour pouvoir sortir d'une série de mesures, donc oui, c'est une forme de chantage en fait. Mais ça concerne tout le monde. Oui, on n'est pas du tout pour viser certaines personnes. Ah non, vous n'êtes pas vacciné. Non, je parle sur l'entièreté. Parce qu'on mélange un peu tout là. Par rapport à la vitesse de développement, je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu autant d'efforts qui ont été déployés dans le développement de ce vaccin. On ne partait pas de rien. On a testé ce vaccin sur 30 dans les phases d'essais cliniques, de 30 à 40 000 personnes, alors que d'habitude on le teste sur combien de temps ? Beaucoup moins. Sur combien de temps ? Mais les effets secondaires, ils se développent principalement sur le court terme. Non. Et puis pour le reste... Il y a eu le vaccin contre l'hépatite B, il y a eu le vaccin... Mais vous avez fait ces vaccins ? Quoi ? Le vaccin contre l'hépatite B ? Non. J'ai jamais fait j'ai papillovirus, ça ne me concerne pas non plus, mais sida, ça ne me concerne pas non plus, mais tous ces vaccins, on les a retirés. Contre la dengue, il y a eu des centaines de morts aussi. En Suède, justement, pour le H1N1, eux, ils ont vacciné. Il y a plein de jeunes qui sont retrouvés avec des narcolepsies, et ça ne s'est pas déclaré dans les 2 mois, hein. Ça s'est déclaré 6 mois, 1 an après. Donc ici, en plus, on est avec une nouvelle technologie. Donc, est-ce que on n'est pas... Qui n'est pas si nouvelle que ça, comme je vous l'ai dit, ça a été développé dans les années 60. Donc c'est juste il n'a pas été... pour le développement d'un vaccin, mais cette technologie, elle existait pour... D'accord, enfin bon, même pour un vaccin normal, ça reste la règle... La moyenne, ça reste 12 ans. Donc, c'est pas 6 mois. Et c'est normal. D'abord, il faut effectivement calculer les effets secondaires. Et ensuite, il faut calculer la puissance de l'immunité. Parce que si vous créez une immunité qui est trop forte, vous risquez des maladies auto-immunes. Si elle n'est pas assez forte, vous risquez de ne pas, tout simplement, que les gens ne soient pas suffisamment immunisés. Et il y a en plus le fait que ces vaccins ARN, en fait, sont ciblés sur une protéine en particulier, donc ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une mutation sur cette protéine et ce vaccin ne fonctionne plus. Non, c'est faux. C'est faux ? C'est faux, et c'est d'ailleurs pour alors. cela que les vaccins restent efficaces contre les nouveaux variants britanniques et sud-africains. Oui, mais non, il va probablement y avoir à un moment donné, si le principe du vaccin ARN, c'est plutôt alors le principe du vaccin en général, c'est de créer une immunité sur base d'un microbe qui a été affaibli. Ça c'est le principe de base, ou qui a été tué. Ici, maintenant, avec le vaccin ARN, on prend en fait l'ARN pour une protéine qui est une protéine de surface du virus, et on va demander à la cellule de produire cette protéine de manière à ce que le système immunitaire développe une immunité par rapport aux virus qui ont cette protéine de surface. Et il suffit qu'il y ait une mutation sur cette protéine de surface, et c'est fini, votre vaccin, il ne fonctionne plus. Il y a déjà eu des dizaines de milliers de mutations du virus, et ce n'est pas pour autant que l'efficacité... Non, mais à partir du moment où on va vacciner l'ensemble d'une population avec ce type de technologie, on va créer une pression vaccinale qui fait que, nécessairement, le virus qui va émerger, c'est celui qui contourne cette protéine-là. L'intérêt, c'est de procéder à la vaccination au plus vite et de ne pas attendre justement qu'il y ait des variants qui, eux, puissent résister au vaccin. Donc, je vais poser ça autrement. Pour les moins de 65 ans, le risque de mourir du coronavirus est de 0,0 on va dire 15%. Okay. Comment est-ce que vous pouvez comment est-ce que vous pouvez estimer qu'un vaccin fera moins
je dirais, de dégâts que ça, sans avoir testé ça sur une période d'au moins 2 ans, 3 ans. C'est impossible, impossible. Donc on est en train de jouer peut-être au pas loto. sur 2-3 ans, mais sur les chiffres qui nous viennent maintenant des personnes qui sont vaccinées, on a déjà les chiffres, même en Belgique. Alors, Israël et l'Angleterre... De quel chiffre vous voulez Mais donc, les effets, la Task Force Vaccination a prévu de publier les effets secondaires qui sont observés auprès des personnes qui sont vaccinées. Et ça c'est un engagement qui a été pris de manière très très claire. Et donc pour pouvoir quantifier, enfin en tout cas objectiver l'efficacité du vaccin, mais aussi pour assurer un suivi des personnes qui sont vaccinées. On ne donne pas un vaccin à une personne et puis on la laisse dans la nature. Il y a un suivi médical qui doit pouvoir être prévu, et donc dès le moment où la personne dit voilà, je me sens pas bien, etc. Mais pour ce qui concerne les personnes âgées, j'entends aussi beaucoup de personnes qui disent ah oui, mais il y a une personne en maison de repos qui s'est vaccinée et puis qui est morte quelques semaines plus tard. Bon, c'est des personnes qui déjà avaient une santé extrêmement fragile. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'on nous a dit pour le coronavirus. On nous a dit, ah oui, ils sont morts du coronavirus. Oui, enfin, en fait, ils sont peut-être pas morts du coronavirus, ils sont morts parce qu'ils étaient âgés aussi. Hein. On a été peut-être trop transparent et un peu large dans les chiffres, et ça nous a desservi pour le reste. Mais je veux dire, de faire un lien cause à effet en disant, ah, la dame de 95 ans, qui avait plein de soucis de santé, elle s'est fait vacciner, donc d'office à cause du vaccin. Moi, je trouve que le raccourci, franchement, il est comme le raccourci qu'on a fait pour le coronavirus, alors aussi. Hein, mais bon, il y a quand même aussi d'autres... il y a quand même aussi... vous pouvez faire les tests a posteriori. L'AstraZeneca a été trop d'effets secondaires, 25% d'effets secondaires pour l'AstraZeneca. Il a été retiré en Suède parce qu'il y avait trop d'effets secondaires, qu'ils estimaient que c'était pas... oui, il faudrait que vous m'envoyiez vos chiffres. Mais je vous ai envoyé le lien. Mais bon, ceci dit, pour clôturer pour les vaccins, de manière, on n'est pas anti. Non, mais écoutez, moi, franchement, je suis pas du tout, et je crois que la plupart des gens ici ne sont pas contre le vaccin. Hein. Je crois que c'est pas ça. Moi, j'estime que je suis plutôt scientifique. Vous êtes circonspect. Je suis un scientifique, donc j'estime il y a des protocoles qui ont été mis en place et qu'il faut respecter. Et ces protocoles n'ont pas été respectés. Donc pour moi, je dis attention, parce que pour essayer d'échapper à une crise sanitaire, on risque de créer une catastrophe sanitaire. Il y a une homologation au niveau national. Oui, non, les protocoles n'ont pas été respectés. On est en phase de test maintenant. Oui. On est en phase 4 de test. C'est très bien. Et donc on teste sur les gens en fait. Pas sur les effets, sur le moyen et sur le long terme. Et il y a beaucoup de tests qui ont été faits par les firmes pharmaceutiques elles-mêmes. Donc, c'est bien. Pfizer qui s'est fait condamner plusieurs milliards parce qu'ils avaient fourni des chiffres qui étaient faux. C'est normal. C'est pas leur boulot nécessairement de dire que leur truc ne fonctionne pas bien ou qu'il y a des effets secondaires. C'est normal. On le sait très bien. Donc, moi, je dis, personnellement, et je crois que c'est pas mal de gens chez BAM, on se dit, là, il y a un risque de créer une catastrophe sanitaire. Et voilà, est-ce que vous dites, on est prêt, effectivement, à prendre ses responsabilités, mais est-ce qu'on peut imposer d'une manière ou d'une autre ces responsabilités à tout le monde? Est-ce que chacun ne peut pas dire, écoutez, moi, je préfère prendre le risque d'être malade du coronavirus plutôt que d'avoir des effets secondaires d'un vaccin? Alors moi je vous l'ai dit, on va peut-être clôturer ça du coup. On est pour le libre choix par rapport au vaccin, parce que je pense qu'imposer le vaccin, d'ailleurs, ce serait totalement contre-productif. On dit on nous impose quelque chose, ça cache certaines choses, etc. Donc non, il faut laisser le libre arbitre à chacun. Même si je pense que ce serait dommage ce serait dommage de ne pas atteindre, ce faisant, le taux de la couverture vaccinale, ça que vous voulez dire. Et donc l'immunité collective, parce que c'est ça qui nous permettra de retrouver une vie normale, qu'on le veuille ou non. Je sais que vous ne partagez absolument pas... Non, mais on peut l'atteindre autrement. Je crois que l'immunité collective, elle est... je trouve ça très bien, mais il y a plusieurs manières d'atteindre l'immunité collective. Il n'y a pas que le vaccin. Non, mais le raisonnement visant à dire... les autres qu'ils aillent se faire vacciner, mais pas moi, je préfère voir comment les autres vont réagir.
Je trouve ça un peu égoïste. Non, mais on peut se dire aussi, on ne se fait pas vacciner parce qu'on n'a pas confiance dans la molécule ou dans le produit. Moi, je n'ai pas envie que ce produit rentre dans mon corps. C'est mon droit le plus strict. Mon corps m'appartient. Alors, c'est même pas une question de responsabilité, je veux dire, par rapport aux autres. C'est une question de... Si. Non, mais je ne crois pas que les gens font ça par solidarité. Ils se disent qu'ils ont peur du virus et nous avons peur du vaccin qui n'a pas été suffisamment testé. Ces deux positions, c'est pas une question de solidarité. C'est juste parce qu'à la limite, la personne qui se fait vacciner, elle se dit qu'elle est protégée. Donc, à la limite, c'est nous qui courons le risque. Okay ? Pourquoi est-ce qu'on dirait, oui, ce n'est pas très solidaire que les gens, qu'il y ait des gens qui ne se vaccinent pas en se disant, il y a des autres qui vont se faire vacciner, et donc, tant mieux pour moi. Non, nous, on court un risque, éventuellement, en ne se faisant pas vacciner, d'attraper la maladie. Donc, mais c'est aussi le risque qu'on vive avec ce virus pendant encore... On le vivra de toute manière. Mais ça n'empêche pas la transmission, le virus. Le vaccin, ça n'empêche pas la transmission. Donc, on est déjà coincé à ce niveau-là. Il n'y a aucune étude qui montre que... À partir du moment où tout le monde est protégé face au virus, le virus, il va s'éteindre. Non, le but du vaccin... C'est comme ça qu'on a éradiqué d'autres maladies grâce au vaccin. Mais si ce vaccin a été développé... ce serait différent pour le corona. Ici, le vaccin, si vous regardez bien ce qui a été demandé aux firmes pharmaceutiques, c'est bien d'éviter les cas graves. C'est ça qui a été demandé dans le développement de ce vaccin. Ce n'est pas d'éviter la propagation. Et il y a d'ailleurs pas mal de directeurs des firmes pharmaceutiques qui ont bien dit que le vaccin n'était pas pour empêcher la transmission du virus. Donc c'est même pas à ça qu'on va arriver. C'est même pas à ça, et on le sait très bien, parce que de toute manière, il va y avoir des mutations. C'est comme le vaccin de la grippe. On sait très bien que ce vaccin, in fine, ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a des mutations en permanence. Donc on va devoir revacciner tous les ans, et on sait bien qu'on va chaque fois avoir un retard entre le moment où on produit le vaccin et l'arrivée d'un nouveau mutant. Donc on va jamais s'en sortir. Donc on va de toute manière arriver à une endémie. Mais de toute manière, on sait très bien qu'avec le temps, un virus perd de sa virulence au profit d'une plus grande... il devient plus transmississible et moins dangereux. On sait très bien, c'est toujours comme ça qu'il veut le dire. Moi, j'aimerais savoir, juste pour clôturer de manière très synthétique, vous proposez quoi du coup ? Les traitements, déjà aussi, d'essayer, ne fût-ce que ça, parce que ça n'a pas été essayé. Ça, je pense que c'est important. Et d'essayer de vivre avec les virus comme on en a vécu avec depuis des centaines et des centaines d'années. Et pourquoi pas un vaccin ? Ça, je ne dis pas. Mais moi, c'est juste que je n'ai pas confiance dans une molécule qui a été fabriquée en 6 mois par des labos pharmaceutiques qui sont avides de profit. Les traitements, ils sont aussi développés par des firmes pharmaceutiques. Pourquoi pour C'est des traitements qu'on connaît depuis 60 ans. C'est des traitements qu'on connaît depuis 60 ans. D'autres choses, oui. Enfin, moi, je trouve que il y a des contradictions par rapport à ça. Vous avez confiance pour certaines choses et pas pour d'autres. Parce que ces traitements, c'est la même chose pour le gouvernement, puisqu'on a confiance dans les mesures qu'on prend à l'entièreté d'une population, mais on n'a pas confiance dans les traitements pour les malades. Donc, il y a aussi, un équilibre. Moi, personnellement, je crois qu'en fait, les choses il faut comme toujours, les gens qui sont malades, ils restent chez eux, ils se soignent, comme on a toujours fait. Les gens à risque prennent éventuellement des précautions, donc c'est-à-dire éventuellement soit s'isolent, se font vacciner, etc. Et puis le reste de la population doit continuer à vivre, faire tourner l'économie, que les gens soient heureux, et les choses vont finir. Qu'on prenne des mesures ou pas, à mon avis, ces mesures n'ont qu'un impact très très faible sur l'évolution, qui a toujours été des évolutions où il y a des cloches et ça redescend, et on en a eu 2, probablement qu'on va en voir peut-être encore une troisième plus faible, et puis ça va devenir une endémie comme toutes les maladies. Moi, c'est ce que je pense. Personnellement, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est ce que tout le monde pense chez Ben. Voilà. Merci. Voilà. Sophie Rony. On peut continuer longtemps. Mais... moi, c'est avec grand plaisir, j'adore. On n'a pas tout fait. Merci beaucoup. Mais bon. Merci à vous.